Bonjour à tous et bienvenue dans ce Cube, un résumé du livre Dans la peau d'un noir de Howard Griffin, paru pour la première fois en 1961 et réédité en 1976 aux éditions Folio. John Howard Griffin est un journaliste et écrivain humanitaire américain. Il est principalement connu pour son militantisme contre les discriminations raciales aux États-Unis. En 1961, il publie son livre le plus connu, Dans la peau d'un noir, où il raconte son expérience de la ségrégation raciale et du racisme dans le sud des États-Unis. Griffin devient surtout célèbre à cause des modalités de son expérimentation. Pour mener son enquête, Griffin décide de se déguiser en noir en changeant temporairement la pigmentation de sa peau. Une expérience qu'il place sous le feu des critiques, mais qui permettra de révéler au monde la réalité de la condition des Noirs aux États-Unis. En écoutant ce Cube, vous découvrirez ce qu'a vécu Griffin pendant ces 6 semaines dans la peau d'un Noir aux États-Unis. Vous découvrirez ses anecdotes et son regard sur la situation des Noirs américains. Et surtout, ce Cube vous permettra de mieux comprendre l'oppression et le racisme systémique vécu par les Noirs américains dans les années 50. Dans ce Cube, 4 idées clés sont développées. Dans la première idée clé, je vous partagerai les coulisses de l'expérience de Griffin. Vous découvrirez comment il a réussi à se déguiser en noir américain et quelles ont été les critiques émises sur sa méthode. Vous apprendrez ensuite quelles ont été les conclusions de son expérience dans la seconde partie du Cube. Ses anecdotes, ses discussions avec des membres de la communauté noire et aussi son regard plus général sur la communauté noire américaine. Puis, dans la troisième idée clé, on verra quels sont les challenges à relever pour mettre fin au racisme systémique. On finira ce Cube par une note d'espoir. On parlera de ce que Griffin a vu pendant son expérience et qui lui a permis de penser que la lutte contre les discriminations raciales n'est pas vouée à l'échec. Allez, c'est parti, découvrons tout ça ensemble. La première idée clé, ce sont donc les coulisses de l'expérience de John Howard Griffin. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer quelle serait votre vie si vous étiez d'une autre origine, que vous aviez une autre couleur de peau ? Cette question, elle vous paraît peut-être un peu étrange. On est au XXIe siècle, le racisme est considéré comme un délit dans notre société. Donc, on a tendance à penser que toute personne est traitée de la même manière, quelle que soit son origine ou sa couleur de peau. Malheureusement, pour certaines minorités, la réalité, elle est encore aujourd'hui même, un peu différente. C'est cette réalité à laquelle John Howard Griffin a voulu se confronter. Pour lui, sa position privilégiée au sein de la société, en tant que journaliste et surtout homme blanc d'un milieu aisé, elle ne lui permettait pas de réellement appréhender quelles pouvaient être les différences de traitement en fonction de la couleur de peau. En 1959, il décide alors de mener une expérimentation dans laquelle il se mettrait littéralement dans la peau de la population la plus opprimée des États-Unis à cette époque, les Noirs du sud des États-Unis. Vous vous demandez sûrement d'où lui est venue l'idée de cette expérimentation. John Howard Griffin raconte que c'est à la suite d'un reportage qu'il a visionné et qu'il a interpellé. Ce reportage traitait du suicide aux États-Unis. Il apprend alors que la population dont le taux de suicide est le plus important sont les Noirs du sud des États-Unis. Cette information le choque. Mais alors pourquoi ? Parce qu'elle contredit tout ce qu'il a toujours pensé et ce que les Américains pensent en général. Et oui, les Américains pensent que les Noirs américains du Sud vivent mieux qu'ailleurs et que les relations entre les Noirs et les Blancs sont harmonieuses dans les régions du Sud. Plus généralement, Griffin explique que ce reportage lui a fait prendre conscience du déni dans lequel une grande majorité des Blancs américains vivent. En 1956, un sondage révèle en effet que 60% des Blancs pensent que les Noirs sont traités équitablement dans la société américaine. À l'inverse, seuls 11% des Noirs pensent être traités équitablement. Griffin rappelle aussi que les Blancs américains associent le racisme à l'antisémitisme vécu en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Pour eux, le racisme, c'est comme le nazisme. C'est quelque chose de terrible, évidemment, et ça n'a rien à voir avec la situation des Afro-Américains aux États-Unis, qui n'en sont donc forcément pas victimes, car les Américains, c'est pas des nazis. Alors, après avoir regardé ce reportage, Griffin se pose cette question. Le racisme dans le sud des États-Unis existe-t-il encore réellement, et est-ce qu'il est plus grave que ce que les Blancs l'imaginent ? C'est cette question qui a guidé son expérimentation. Maintenant que la question est posée, quel serait le plan ? Pour lui, le plan, il est évident. S'il veut vraiment connaître le degré de racisme vécu par les Noirs aux États-Unis, il doit se mettre à la place des personnes concernées, littéralement. Vous l'avez bien compris, c'est-à-dire qu'il doit se déguiser en homme noir.
C'est pour lui la seule manière de vivre de l'intérieur le quotidien des Noirs aux États-Unis. Pour autant, il a tenu à garder son nom et son style vestimentaire. Pourquoi ? Eh bien, pour prouver aux Blancs américains que c'est bel et bien la couleur de peau qui justifie la discrimination que les Noirs américains subissent. Et qu'il n'y a aucun autre paramètre, comme par exemple l'accoutrement ou le nom de famille, qui rentre en compte. Vous vous en doutez, sa méthode, elle a éveillé les critiques et certaines personnes, notamment des journalistes et activistes noirs, eux, ont eu un avis plutôt mitigé sur cette méthode. À côté de ça, certains l'ont salué, estimant que c'était le seul moyen d'avoir un regard objectif sur la condition des Noirs aux États-Unis. D'autres, en revanche, pensent qu'il aurait dû utiliser son privilège de journaliste blanc d'une autre manière. Par exemple, en donnant la parole aux Noirs américains et en se faisant leur porte-parole plutôt que de prendre leur place en prétendant être l'un d'eux. Une manière de mettre en avant la parole des Noirs américains, par exemple, aurait été de relayer la parole d'auteurs afro-américains. Et oui, dans les années 50, il existait déjà beaucoup d'ouvrages d'auteurs noirs qui faisaient le récit du racisme américain, comme par exemple le recueil d'essais de James Baldwin, Note of a Native Son. Mais du point de vue de Griffin, les récits d'auteurs noirs n'étaient pas suffisamment parlants pour vraiment comprendre la question du racisme aux États-Unis, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'à l'époque, il y a très peu d'échanges culturels entre les Noirs et les Blancs américains. Les ouvrages d'auteurs noirs américains sont effectivement très peu diffusés dans les collèges et universités blanches aux États-Unis, par exemple. La seconde raison, c'est que les Noirs américains ne sont pas suffisamment honnêtes sur leurs conditions, de peur que les gens ne les croient pas ou pire, que les Blancs s'offusquent et se rebellent. La conclusion de tout ça, pour Griffin, c'est que se grimer en noir était la seule façon de mener une vraie enquête sur la question du racisme aux États-Unis. Il était sûr de son choix, il fallait maintenant mettre son plan à exécution. Alors, par où commencer ? Le premier challenge, évidemment, c'est de savoir comment créer un déguisement d'homme noir le plus réaliste possible. Dans un premier temps, il fait appel à un dermatologue qui assombrit temporairement sa peau à l'aide d'une lampe ultraviolette. Il suit ensuite un traitement normalement adressé aux personnes atteintes de la maladie du vitiligo. Le vitiligo est une maladie affectant la pigmentation de la peau. Puis, chaque jour, il étale sur son corps une teinture de couleur noire afin d'unifier sa nouvelle pigmentation de peau. Enfin, il se rase entièrement le crâne car ses cheveux lisses pourraient éveiller les soupçons. Un déguisement qui s'avère effectivement très réaliste mais qui choque certains Noirs américains. Sa démarche leur fait évidemment penser au blackface, une pratique des racistes et colons américains à l'époque de l'esclavage qui consistait à se grimer en noir pour se moquer et déshumaniser les Noirs américains. Mais Griffin poursuit son plan coûte que coûte. Il lui fallait maintenant élaborer un itinéraire qui lui permettrait de parcourir l'ensemble du sud des États-Unis à la rencontre de la population locale. Il choisit de commencer son voyage en Louisiane, avant de se rendre dans 3 autres États du sud, le Mississippi, l'Alabama et la Géorgie. Son voyage durera 6 semaines. Au cours de son périple, il s'intègre aux communautés noires du sud en cherchant du travail, en nouant des amitiés et en parlant aux résidents noirs. Chaque jour, il fait le récit de ses expériences dans un journal de bord. Son quotidien, ses difficultés, ses désillusions, une aventure unique qu'il retranscrit alors dans son livre. Et surtout, au bout de 6 semaines dans la peau d'un noir, John Griffin peut enfin répondre à la fameuse question que je vous ai posée au début du Cube. Quelle serait ma vie si je n'avais pas la même couleur de peau ? On arrive à la fin de cette première partie. Ce qu'il faut retenir, à ce stade, c'est le but de l'expérimentation de John Howard Griffin. Révéler le racisme subi par les Noirs du sud des États-Unis. Il en est convaincu, les Blancs américains n'ont pas réellement conscience du racisme que subit la communauté noire aux États-Unis, ils sont dans le déni. Pour adresser ce problème et endiguer le racisme, il n'y a alors qu'une solution, c'est de se mettre à la place des personnes concernées pour vivre leurs conditions au plus près de la réalité. Malgré les nombreuses critiques et questionnements sur sa méthode, Griffin va au bout de la démarche. Il décide d'assombrir sa peau et de se raser entièrement le crâne afin de se transformer en noir américain. Est-ce que sa méthode a fonctionné ? Quels enseignements va-t-il en tirer ? C'est ce qu'on va voir dans la seconde idée clé, les conclusions de l'expérimentation de Griffin. À l'issue des 6 semaines d'expérimentation, Griffin en vient à une première conclusion. Les Noirs du sud des États-Unis sont bel et bien confrontés à un racisme et une oppression au quotidien. Griffin a identifié 2 oppressions en particulier subies par les Noirs américains. La première, c'est la difficulté d'accès aux espaces publics. Griffin remarque que les Noirs du sud des États-Unis n'ont pas accès aux espaces publics au même titre que les Blancs. Ils n'ont pas accès aux parcs, aux fontaines à eau, aux toilettes publiques ou encore aux salles de sport.
Griffin a été particulièrement choqué du temps que les Noirs américains prenaient pour trouver des installations publiques auxquelles ils pouvaient accéder. Mais pourquoi une telle difficulté d'accès à ces équipements alors? Griffin y voit deux explications. La première, c'est évidemment la loi Jim Crow, qui est encore en vigueur dans le sud des États-Unis. La loi Jim Crow, c'est une loi de ségrégation raciale instaurée dans le sud des États-Unis à partir de 1877. Cette loi imposait des restrictions d'accès aux espaces publics et aux transports pour les personnes noires. Ces derniers avaient accès à un nombre limité d'espaces publics, ce qui rendait difficile l'utilisation des équipements publics. Cette loi a été révoquée en 1964, 5 ans après l'expérimentation de Griffin. Ensuite, la seconde explication, ce sont les normes sociales. Griffin explique que même si les Noirs américains avaient un accès à certains aménagements publics, ils ne s'y rendaient simplement pas pour des raisons de normes sociales imposées par les Blancs. C'est-à-dire qu'il était implicitement admis que certains espaces étaient réservés aux Blancs, alors même que ça n'était pas écrit dans la loi. Par exemple, même si les tramways et les bus de la Nouvelle-Orléans n'étaient pas légalement séparés, les résidents noirs étaient toujours assis à l'arrière par défaut. Donc, même si ça n'était pas vraiment inscrit dans la loi, il y avait des comportements auxquels les Noirs américains devaient se conformer pour ne pas subir le racisme des Blancs américains, qui n'hésitaient d'ailleurs pas à l'exprimer publiquement. Griffin en a fait l'expérience. Alors qu'il était assis sur un banc dans un parc, un homme lui a ordonné de partir, alors même qu'il avait le droit d'être là. Et si ce n'était pas verbalement, Griffin ressentait les regards hostiles et haineux à chaque fois qu'il s'installait dans un endroit où il y avait des Blancs. Pour Griffin, ce sont les raisons pour lesquelles les Noirs n'avaient pas accès aux espaces publics. Ils préféraient ne pas y aller plutôt que de subir ces regards déshumanisants et méprisants. Griffin, dans son livre, exprime l'inconfort que ces regards lui faisaient ressentir. Il avait le sentiment de ne pas être un humain, d'être un animal. La deuxième oppression qu'observe Griffin, ce sont les stéréotypes et les préjugés auxquels sont confrontés les Noirs américains. Griffin explique qu'il a ressenti de la part des Blancs qu'il était traité davantage comme un Noir que comme un être humain. C'est-à-dire que lorsqu'on le voyait, on l'identifiait immédiatement à des stéréotypes et à des préjugés. Il a relevé 3 stéréotypes en particulier. Le premier, c'est le stéréotype des attributs sexuels. Par exemple, alors que Griffin faisait de l'autostop, plusieurs personnes se sont arrêtées pour lui poser des questions intrusives sur ses organes génitaux et ses antécédents sexuels. Le second, c'est le stéréotype de l'homme inintelligent. Griffin se souvient d'un homme blanc qui était choqué de voir à quel point il s'exprimait bien pour un homme noir. Le troisième stéréotype, c'est celui de l'homme noir criminel. Par exemple, des vendeurs en magasin ont refusé d'encaisser les chèques de Griffin parce qu'ils soupçonnaient qu'il s'agisse de vol ou de faux chèques. La ségrégation, le racisme et les stéréotypes, un quotidien difficile qui expliquait la détresse qui avait été montrée dans le reportage que Griffin avait visionné. Pourtant, malgré ces oppressions quotidiennes, les Noirs du sud des États-Unis refusaient de se positionner en statut de victime. Au contraire, Griffin remarque qu'ils font preuve d'une résilience hors pair. Ils mettent notamment en place des stratégies pour supporter le racisme subi au quotidien. Par exemple, Griffin a été frappé par l'immense compassion des Noirs américains envers leurs compatriotes. Ne sachant pas qu'il était déguisé, des passants ont régulièrement apporté du soutien à Griffin quand il faisait face au racisme des Blancs. Griffin se rappelle notamment d'un homme noir qu'il avait rencontré à un arrêt de bus alors qu'on venait de lui refuser l'accès au bus qui venait de s'arrêter. L'homme noir a alors aidé Griffin à trouver un moyen de transport sûr et un hôtel pour passer la nuit. De temps en temps, des familles noires invitaient Griffin à rester dormir chez elles, et ce malgré leur statut de précarité. Pour supporter le racisme, Griffin remarque également que les Noirs n'hésitent pas à s'entraîner et à se partager des conseils. Quand ils ont appris qu'ils venaient d'une autre ville, les habitants ont donné des conseils à Griffin quant aux normes sociales en vigueur et aux façons de se comporter pour être en sécurité. Mais surtout, Griffin est frappé par le sens de la dignité à toute épreuve des Noirs américains. Pour garder la face et ne pas faiblir face au racisme des Blancs, Griffin remarque que les Noirs américains se livrent à de subtils actes de résistance. Ils refusent de se laisser abattre et de s'avouer vaincus. Lors d'un trajet en bus, Griffin et plusieurs passagers noirs ont remarqué que le chauffeur de bus, blanc, indiquait seulement aux passagers blancs de surveiller leurs pas lorsqu'ils entraient et sortaient du bus. Alors, à un arrêt, quand un groupe de blancs s'est approché de la porte pour sortir, une femme noire s'est approchée d'eux pour sortir également. Quand le chauffeur de bus a dit aux passagers blancs de faire attention à la marche, la femme noire a poliment répondu « Merci ». Un petit acte de résistance anodin, mais qui a suffi à agacer le chauffeur de bus et qui a surtout apporté un peu de joie momentanée aux passagers noirs. On arrive à la fin de la seconde idée clé.
Les 6 semaines d'expérimentation sous le déguisement d'un noir américain ont profondément bouleversé Griffin. Tout d'abord, cette expérience lui a permis de confirmer son hypothèse. Les Noirs du sud des États-Unis subissent effectivement un racisme au quotidien dont les Blancs des autres régions n'ont pas conscience. Ce racisme, Griffin en a fait plusieurs fois l'expérience. Les États du Sud étant soumis au régime de Jim Crow, il lui était particulièrement difficile de trouver des espaces publics auxquels il avait accès. Et même quand il pouvait légalement accéder à certains espaces, les normes sociales imposées par les Blancs lui interdisaient d'y accéder malgré tout. À maintes reprises, on lui refuse l'accès à certains parcs ou bus pour rentrer chez lui. Pour autant, Griffin remarque la résilience et le sens de la dignité de la communauté noire américaine qui supporte le racisme par la compassion, l'entraide et la résistance. Pour Griffin, maintenant que son hypothèse était prouvée, il fallait désormais trouver des solutions. Comment endiguer le racisme? Comment mettre fin à la discrimination et à la ségrégation? C'est l'objet de la 3e idée clé. Les challenges pour mettre fin au racisme systémique. Malheureusement, le racisme que subissent les Noirs américains au quotidien n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au-delà des actes de racisme commis par les Blancs à l'échelle individuelle, Griffin comprend également que les Noirs américains subissent ce qu'il appelle un racisme systémique. Alors c'est quoi le racisme systémique? Eh bien, c'est quand le racisme est renforcé par des lois et qu'il s'immisce au sein même des institutions. En quelque sorte, c'est un racisme institutionnalisé. Griffin remarque, par exemple, que l'accès à l'emploi est beaucoup plus difficile pour les Noirs américains. La plupart n'ont accès qu'à des postes précaires et peu rémunérés, alors même qu'ils ont les mêmes diplômes que leurs homologues blancs. Les écoles primaires dédiées aux Noirs américains sont également beaucoup moins qualitatives que les écoles primaires dédiées aux Blancs parce qu'elles bénéficient de moins de subventions. Pour Griffin, c'est ce type de racisme qui rend encore plus difficile la lutte contre les discriminations, car il est profondément ancré au sein du système politique, social et éducatif américain. Le racisme systémique limite considérablement les opportunités et les chances d'ascension sociale des Noirs américains. L'objectif, donc, c'est de s'attaquer en profondeur à l'endiguement de ce racisme systémique. Seulement voilà, Griffin voit 2 obstacles qui empêchent de mettre fin à ce racisme systémique. Le premier obstacle, c'est le fait que les oppressions ont fini par semer la division au sein des Noirs américains. Au fil des discussions avec des Noirs américains, Griffin observe en effet une rivalité naissante au sein même de la communauté noire américaine. Il se souvient notamment d'une discussion avec un gérant de café. Ce dernier lui explique qu'il existe une sorte de hiérarchie sociale au sein de la communauté noire américaine. Par exemple, les Noirs qui ont la peau claire sont mieux appréciés par la communauté que ceux qui ont la peau foncée, et ils bénéficient même d'un traitement de faveur. Le problème, c'est que ce racisme intériorisé empêche les Noirs américains de former un front uni face au racisme systémique. Pourtant, comme Griffin le rappelle, aux yeux des Blancs, il n'y a pas de différence entre un Noir à la peau foncée et un Noir à la peau claire. Le racisme est le même. Ensuite, Griffin observe que des désaccords existent au sein même du mouvement antiraciste entre les activistes noirs et les activistes blancs. D'après Griffin, ces désaccords sont la conséquence d'un manque de communication entre les 2 communautés alors même qu'ils mènent le même combat. Par exemple, Griffin remarque que beaucoup d'activistes blancs n'incluent pas les Noirs américains dans leurs réunions et leurs discussions, ce qui logiquement réduit les chances et nourrit une méfiance des activistes noirs américains envers leurs homologues. Et oui, pour les Noirs américains, le fait que les Blancs ne les incluent pas dans leurs discussions est la preuve qu'ils n'accordent pas de valeur à leurs paroles, et donc qu'ils ne les respectent pas. Le problème, c'est que cette méfiance des Noirs américains envers les activistes blancs, elle finit par créer une rupture de communication et un conflit entre les activistes. En effet, les activistes blancs, finissent par se sentir offensés par les accusations des Noirs américains. Des dissensions malheureuses qui, selon Griffin, empêchent considérablement de former une coalition forte et unie pour combattre le racisme systémique. Nous voici à la fin de cette 3e partie. L'expérimentation que mène Griffin lui permet de mieux comprendre l'ampleur du problème. Le racisme que subissent les Noirs aux États-Unis n'est pas qu'à l'échelle individuelle, il est aussi et surtout systémique. C'est-à-dire que le racisme se ressent dans les institutions et le système politique, éducatif et social. Un racisme donc profondément ancré dans la société américaine qui ne pourra être combattu que si les antiracistes forment un front uni pour avoir un véritable poids politique. Le problème, comme le relève Griffin, c'est qu'il existe encore trop de dissensions et de désaccords au sein de la communauté. Dans la communauté noire déjà, il y a des rivalités entre les Noirs à la peau foncée et les Noirs à la peau claire.
Quant au milieu activiste, les blancs activistes et les noirs activistes ne parviennent pas à s'entendre et à communiquer. Les noirs se méfient des blancs et les blancs se sentent offensés par la méfiance des noirs. Une situation compliquée certes, mais qui ne rend pas la tâche impossible pour Griffin. Je vous propose de terminer ce couple sur une bonne note. Dans la 4e et dernière idée clé, on va donc s'intéresser aux preuves qui montrent que le progrès antiraciste tel que Griffin le nomme est possible. Dans la 3e partie du couple, j'évoquais le fait que des divisions existaient au sein même de la communauté noire américaine. Griffin a en effet été témoin de ces divisions. Pour autant, il estime que l'unité des Noirs américains est encore possible. Quand Griffin a discuté avec des citoyens de la ville d'Atlanta, il a appris que les Noirs de la région essayaient malgré tout de collaborer pour créer un pouvoir économique. Par exemple, plusieurs leaders noirs, des pasteurs et des porte-paroles d'associations, ont mis en commun les fonds de la communauté pour que des familles noires américaines puissent contracter des emprunts et accéder à la propriété. Griffin salue aussi l'impact positif des collèges et universités noires américaines sur la communauté. Ces institutions comme le Morehouse College ou le Spelman College encouragent leurs étudiants à lutter contre le racisme en obtenant des diplômes. Ils incitent également les étudiants en particulier à la lutte contre le racisme en rejoignant des associations ou des communautés d'entraide. Pour finir, Griffin affirme que certains leaders politiques blancs se battent aussi pour améliorer la vie des Noirs américains. Par exemple, le maire d'Atlanta, William Hartsfield, a soutenu des politiques favorables à la fin de la ségrégation raciale. Nous arrivons à la fin du couple. Quoi qu'en disent les critiques, l'expérimentation de Griffin a été une réussite. Il a permis de montrer la réalité de la condition des Noirs américains aux États-Unis. Cette expérience marquera Griffin à tout jamais. Comme il l'explique dans son livre, le racisme, le dénigrement et la haine qu'il a subis pendant ces 6 semaines ont nourri une profonde empathie de sa part envers les Noirs américains. Il a réalisé à quel point l'oppression et le racisme quotidien peuvent être destructeurs et qu'il est nécessaire, voire vital, de combattre ce fléau. Tout au long de sa carrière, Griffin se fera le porte-parole des Noirs américains et militera activement contre les discriminations raciales jusqu'à sa mort en 1980. Ce qu'il faut retenir de ce couple, c'est que John Howard Griffin est un journaliste qui décide un jour de mener une expérimentation pour savoir si le racisme envers les Noirs existe réellement aux États-Unis. Il s'intéresse à une population particulièrement touchée par la ségrégation raciale, les Noirs du sud des États-Unis. Son plan est pour le moins original. Il décide de se déguiser en personne noire et de s'infiltrer dans la communauté noire américaine. À l'aide d'un traitement dermatologique, il parvient à se grimer de manière réaliste et vit dans la peau d'un noir américain pendant 6 semaines. Au cours de son périple, Griffin est confronté à une oppression et à un racisme quotidien. Premièrement, il n'a pas accès aux équipements publics, comme les parcs, les toilettes publiques ou les fontaines à eau. La loi Jim Crow en vigueur à l'époque impose des restrictions d'accès aux espaces publics aux Noirs américains. Et même quand il est autorisé dans certains espaces, il subit les insultes et les regards haineux des Blancs américains qui lui font comprendre qu'il n'est pas à sa place. Il fait d'ailleurs l'objet de stéréotypes de la part des Blancs américains. Au fil de ses expériences, il remarque que les Blancs les catégorisent comme étant quelqu'un d'inintelligent ou de criminel. Finalement, l'expérience de Griffin confirme son hypothèse. Les Noirs du sud des États-Unis subissent effectivement une oppression et un racisme qu'il faut absolument combattre. Voilà, le couple de Dans la peau d'un Noir touche à sa fin. Vous connaissez désormais l'histoire de John Howard Griffin et son expérience dans la peau d'un Noir américain.